Il y avait déjà mon frère, Karim, qui écoutait beaucoup de rock and roll. Et du coup, il y avait disons des démonstrations de danse dans le quartier, où les gars dansaient entre eux. Ils dansaient entre eux, mecs, et ils faisaient des espèces de démos endiablés de rock'n'roll. Et ça, c'était assez spectaculaire, parce que c'était de l'acrobatie quasiment. Et après, ils se mettaient en spectacle face à un public dans les soirées. C'était comme des rockers, mais de banlieue, quoi, de maghrébins. Trace. Le rap, c'est rock. La majorité des jeunes, c'était Claude François ici. C'était l'idole. Sur la porte de la chambre, presque grandeur nature, Claude François. Donc le matin, on lui disait bonjour. Voilà, on ne pouvait pas le louper, il était sur la porte. On suivait, on essayait d'avoir les disques qu'on écoutait en boucle. Il dit qu'on avait nos idoles de l'époque, c'était voir que Claude François, pas Johnny Hallyday en tout cas. Johnny Hallyday c'était trop dur pour nous. Puis Johnny Hallyday c'était pas bien à la télévision. C'était un blouson noir, c'est pas. Oui, parce que je t'ai dit, moi j'écoutais beaucoup la radio. Papa il m'avait acheté une radio. Moi j'écoutais la radio. Puis j'écoutais Salut les copains sur la radio. Sur Europe 1. On avait ça l'époque vieillie, quoi. Hein? Ouais, on était en plein dedans. Hein. C'était Dalida, Sylvie Vartan, Françoise Hardy. Non, Françoise Hardy c'était trop à télo pour nous. Puis les émissions de Guy Lux. C'est ça les émissions de Guy Lux, quoi. C'est pas. Ils ont 20 ans, on est 20 ans après 62 pour l'Algérie. Ils ont grandi dans les bidonvilles, dans les cités de transit, bientôt dans les grands ensembles. Ils sont de culture prolétaire et populaire, donc ils écoutent Johnny Hallyday. On a du mal à le croire aujourd'hui, mais cette jeunesse ouvrière, parfois un peu délinquante sur les bords, elle écoute les rockers, elle a la banane à la Johnny, elle met des pas de def et elle fait du rock. C'était le hip-hop de l'époque, c'est la musique de la subversion, c'est le rock ouvriers. Et c'est dans cette tradition-là que vont monter sur scène les premiers groupes qui vont décider de chanter soit en kabyle, soit en arabe, et pas en français. Et je pense au Rocking Babouche, c'est une fratrie de 7 frères qui montaient sur scène avec de très belles bananes et des jolis pas de def, mais on connaît surtout les grands groupes comme hors immigration maghrébine, on avait Los Carayos, avec certains qui feront Les Garçons Bouchés, d'autres qui feront La Mano Negra, etc. Donc un rock underground. On avait aussi, bien sûr, Carte de séjour, qui est peut-être l'exemple le plus connu. On avait aussi Mounsi, qui venait du bidonville de Nanterre. Lounès, aussi toujours à Nanterre. On avait des rockers des quartiers qui chantaient pour la mort de Kader Avitri, qui, avec les frères Abdallah, Samir et Mognis, c'est des grandes figures de ceux qui vont importer les méthodes d'agit-prop londoniennes, ou en tout cas britanniques, à travers les Rock Against Police, ou certains artistes qui aujourd'hui émargent à l'extrême droite. Je pense aux Forbans, donc, qui sont issus, entre autres, des quartiers populaires et de l'immigration portugaise, qui vont chanter sur les scènes du rock contestataire et antiraciste dans, par exemple, Rock Against Police et d'autres scènes, on va dire, engagées, et qui existe toujours aujourd'hui. Bon, maintenant, elle a glissé sur l'échiquier politique plutôt à l'extrême droite, mais on a ces groupes-là, et on a, bien sûr, Carte de séjour avec le flamboyant Rachita, qui va être très tôt repéré par les transmusicales de Rennes, et ces tremplins rock vont faire de la place à cette jeunesse immigrée qui va chanter dans les langues d'origine.
Bah alors moi j'étais pas très carte de séjour, j'aimais pas trop parce que il y avait ce côté ouais je revendique et en fin de compte c'était super. C'est super ces mecs là parce qu'ils ont prolongé en fait ce que politiquement il se passait en France, c'est-à-dire une espèce de reconnaissance pas une reconnaissance entre guillemets, mais en tout cas la marque des leurs. Il y avait eu un grand mouvement en France qui s'inspirait bien sûr de la marche des droits civiques aux États-Unis, bien sûr. Et après, on a parlé sous le modèle de Black is Beautiful, de Burr is Beautiful. Il y a eu on est dans les années Mitterrand, la gauche est au pouvoir depuis 81. Les médias branchés actuels, Best, Libération, parlent de ces artistes, s'y intéressent, les valorisent. On est au temps fort des world music, donc Peter Gabriel, la sono mondiale fait de la place à ces pays du Sud, à ces langues, à ces référentiels. Et donc, l'alignement des planètes permet à un carte de séjour d'être reconnu. Mais le plus grand succès de carte de séjour, ça reste Douce France, et c'est en français. Et en fait, c'est pas ces chansons en arabe, c'est pas des chansons sur les crimes racistes et sécuritaires comme Nar qui sont plébiscités. Et donc, c'est tout le malentendu, c'est-à-dire qu'il y a une forme de reconnaissance, mais en français. La dimension politique, c'est de s'exprimer dans sa culture d'origine et de la faire fusionner avec son identité occidentale. Pour nous, c'était des traîtres. Parce qu'ils chantaient en français, ils chantaient de la chanson française, c'était pas du funk, c'était pas de la soul, c'était pourri leur truc. Et on n'écoutait même pas. Nous, on était black music. Black music. Rachita, mais je te dis, même Karim Kassel, on avait de la haine contre ces mecs-là, quoi. Pas de la haine, mais du mépris. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, mais ils sont fous, ces mecs-là. Mais pourquoi ils font pas du funk? En fait, c'était presque pour nous vécu comme un renoncement, c'est-à-dire qu'ils ont gagné les Blancs. Voilà, maintenant, même nous, on chante comme eux. Et tu vois, c'était un truc qu'on pouvait pas accepter, quoi. Mais c'est pas notre musique, ça. On n'écoute pas ça, nous. Mais nous, on écoute James Brown. Nous, on est américains, en fait. On est américains, nous. Et inconsciemment, c'est bizarre, on n'écoutait pas la musique des Français de souche. On écoutait la musique qui venait des États-Unis. On écoutait Barry White, James Brown. Et là, c'est bizarre, ça nous touchait au plus profond de nous-mêmes, dans notre âme, tu vois. Alors, on dit soulmen, on était des soulmen. Donc voilà, on était plus attirés par la musique afro-américaine. Même, comment il s'appelle Soul Makossa, là, je sais plus comment il s'appelle. On était attirés par ce genre de musique parce que c'était afro. Moi, souvent, je fais la vanne parce que les jeunes me disent « mais non » et tout. Je dis « il n'y a pas d'Aya Nakamura s'il n'y a pas Rachita ». Quelqu'un qui chante dans un argot de quartier avec des sons afro-trap mélangés, enfin, espèce de mélange réjouissant qu'est cet artiste qui aujourd'hui est consacré quand même par le public, peut-être moins par les institutions, même quoique elle a fait les Jeux Olympiques, normalement ça va. En termes de reconnaissance, elle se pose là. Cette créativité-là, de toute la scène urbaine aujourd'hui, pop urbaine, cette fusion, elle est possible parce qu'il y a eu cette génération-là qui a fracturé le verrou qui fermait la scène française à la diversité. Trace. Une idée originale de Karim Yazi. Conception Marc Laméo, Emmanuel Joubert et Karim Yazi. Mixage et musique originale, Emmanuel Joubert. Avec la participation de chercheurs, d'historiens, artistes, sportifs, professionnels du champ social et culturel et habitants des quartiers populaires de Sevran, Aulnay-sous-Bois, Marseille, Toulouse, Valence et Vitry-sur-Seine. Une réalisation originale du Tigel Théâtre, en co-réalisation avec les services culturels de la ville de Sevran et de la Microfolie de Sevran.